Une traductrice sous-titreuse de manga transforme volontairement le scénario du manga sur lequel elle travaille pour un scénario tout à fait sorti de son imaginaire, se faisant trahison l'auteur, et elle s'en vante. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré, donc entre autres, par Lavenix et Hawkmoon. Alors je dis entre autres parce que c'est un sujet qui est souvent revenu ces derniers temps sous les commentaires de mes vidéos par plusieurs personnes, mais Lavenix et Hawkmoon m'ont tous les deux en fait fourni un article que je n'ai pas sélectionné pour le coup parce que je le trouvais un petit peu confus et pas très bien écrit, mais j'en ai trouvé un autre qui parle évidemment exactement du même sujet et qui en parle bien mieux, donc on va s'intéresser à ça. Mais je vous remercie évidemment vivement de m'avoir interloqué sur ce petit sujet fort intéressant, petit café les copains. Et vous aurez remarqué l'utilisation déjà en début de vidéo du mot interloqué, c'est pas mal. Là c'est 10 points pour Serpentard. Ah ouais, en ce moment, Quartz Legacy, pareil. Donc on nous dit, donc vous avez bien compris, on est en train de parler donc d'une traductrice sous-titreuse, je sais pas comment on appelle ça, donc de manga qui déforme complètement, vous allez voir, c'est assez hallucinant en fait, donc l'œuvre de base, donc forcément, donc il y a une grosse trahison de l'auteur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les raisons qu'elle donne à ça, la manière dont elle s'en vante, et surtout la cerise sur le gâteau de Cherry on the Cake, le scénario qu'elle s'est imaginé pour ce manga, qui évidemment qui a rien à voir avec le scénario de l'œuvre originale. Vous allez voir, c'est assez fou, c'est assez hallucinant. Donc on nous dit une localisatrice occidentale, alors ils appellent ça localisateur, localisatrice, hein, c'est ceux qui font les sous-titres, se vante donc d'avoir délibérément bâclé les sous-titres anglais de Idif pour My Life as Inuke Sans Dog. Et il n'est pas facile à dire ce titre, donc on va aller voir d'abord c'est quoi My Life as Nananas and Dogs. C'est donc, on nous dit ici, l'histoire d'un lycéen qui se retrouve soudainement transformé en Akita Inu. Alors Akita Inu c'est quoi? C'est un chien, hein, c'est cette race de chien. Il est recueilli par sa camarade de classe Karen Inuke pour qui il a le béguin et il vit avec elle comme son animal de compagnie, bien qu'il souhaite redevenir humain le plus tôt possible. Il n'a pas résisté au charme de vivre sa vie de chien d'Inuke. Plus tard dans la série, donc, hein, il acquiert la capacité de changer entre être humain et un chien. Je remonte la photo du chien, parce que je suis peut-être allé un petit peu vite. Et ça vous place un petit peu eh bien, l'idée de l'anime, en tous les cas pour ceux qui ne le connaissaient pas. On nous dit donc en 2023 a connu donc un début orageux pour l'industrie occidentale de l'anime, car non seulement les cas de localisation bâclée continuent d'augmenter, mais maintenant les localisateurs responsables de ces gâchis s'enhardissent au point de se vanter de leurs erreurs de traduction intentionnelle sur les réseaux sociaux. Une victime récente de ce localisateur, donc un auto-important. J'aime bien l'utilisation du auto-important. Et l'adaptation, c'est un peu comme comment Bernard-Henri Lévy, le philosophe autoproclamé. Pourquoi pas. Moi, je pourrais m'autoproclamer plein de choses, tiens, d'ailleurs. Philosophe, c'est pas mal. J'aimerais bien philosophe. Ça, il y a un côté quand même élégant, mais c'est un petit peu galvaudé, justement, à cause de ces gens-là, mais c'est un côté élégant. Pourquoi pas. Bah là, pour la vidéo, je m'autoproclame philosophe. Il faudrait que je sorte un truc intelligent. Un truc de philosophe, un truc qu'on comprend pas. Un truc comme ça qui sortirait instinctivement. Je l'ai pas tout de suite. Instinctivement, je l'ai pas. Ah si, j'en ai une, tiens, je vais dire n'importe quoi. À qui vaut mieux la chance, la rattrapera si celle-ci lui tombe dans la main. Ah ça, c'est philosophe, ça. Là, on est dans la philosophie. Essaye pas de comprendre ces philosophes, tu peux pas. J'aime beaucoup la philosophie en réalité. Bref, on s'en fout, je suis en train de dériver complètement. Donc, une victime donc récente, donc l'anime, et là ils nous disent, hein, basé sur le manga Ecchi Rom-com d'Itutsuze, la série suit les péripéties d'un protagoniste, donc un lycéen, nanani, nanana, ils vont répéter ce que j'ai dit, on va pas se répéter deux fois. Évidemment. Donc le 13 janvier, l'utilisateur de Twitter BadanimTLS a remarqué des traductions très douteuses, tu m'étonnes, tu vas voir qu'elles sont vraiment très douteuses, présentes dans les sous-titres en anglais, du Sentai Frameworks du deuxième épisode de la série Walkies, dans une scène où le protagoniste est contrecarré dans ses tentatives de retourner dans sa maison d'origine en raison d'être tenu en laisse par Karen. Badanim TLS a observé que les sous-titres anglais disaient « Bien sûr, je devais faire pipi dehors, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Elle me tenait en laisse. » Donc ça, ce sont les sous-titres donc de celui qui travaille, hein, qui sous-titre en anglais, de celui qui travaille, du coupable, j'ai envie de dire, hein, qui travaille donc sur le manga.
Cependant, selon eux, une traduction plus précise du japonais original donc, aurait été plus proche de «j'ai réussi à sortir, mais elle m'avait tenu en laisse, donc je ne pouvais rien faire». Et là, vous comprenez que c'est très important parce qu'on élude complètement le fait que le chien ait fait pipi. On le voit ici d'ailleurs sur, sur l'image qui a été rendue. On peut voir donc effectivement le chien qui urine, mais dans la version de cette personne-là, dans sa tête, elle focalise la scène sur le chien qui fait pipi dehors. Or, les Japonais, eux, focalisent la scène sur le fait que le chien n'ait pas pu rentrer chez lui parce qu'il était tenu en laisse. Donc déjà là, le scénario, c'est plus du tout le même. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de comprendre tout de suite, en fait, ou d'imaginer plutôt un chemin de pensée que cette personne peut avoir en se focalisant sur l'urine du chien. Et vous allez comprendre, en fait, on va pouvoir mettre en perspective ce début-là avec les explications qu'elle va donner. Vous allez comprendre, en fait, quel est le vrai chemin de pensée de cette personne. C'est assez tordu. Tenez-vous bien parce que, franchement, honnêtement, vous allez voir, c'est assez costaud. Comme l'a noté donc Badanim TLS, les traductions incorrectes des sous-titres de Sentai Farm Works donnent l'impression que Pochita se plaint d'avoir été forcé de faire pipi dehors plutôt que d'exprimer sa consternation de voir sa tentative d'évasion arrêtée par le propriétaire, son nouveau propriétaire, donc Karen. C'est exactement ce que je viens de dire. Ils le disent peut-être un petit peu mieux que moi, je le concède. Dans une autre scène où Pochita est présenté à l'ami de Karen, Mikey, je sais pas comment on dit, on va dire Mike, Nekotani, Bananim TLS a noté que les sous-titres en anglais avaient le protagoniste, donc il y avait donc il donnait les pensées du protagoniste, donc le protagoniste dans sa tête pensait comment Inuke-san est-elle amie avec cette bimbo Gairu, alors qu'en japonais, il affirme moins avec jugement, je ne me serais jamais attendu, à ce qu'Inuke-san soit ami avec une Gairu. Et donc là, vous aurez compris, le mot bimbo n'apparaît absolument plus, et c'est très 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 intéressant, et là aussi très important, puisque derrière on nous dit, son nom dérivé de la translittération du terme anglais Gairu, fait référence à une sous-culture japonaise dont les adeptes, généralement des jeunes femmes, rejettent des hommes les normes de beauté japonaises typiques, donc timides, à la peau pâle et aux cheveux noirs, en s'habillant de façon plus ostensible, plus bruyant, avec des vêtements souvent influencés par l'Amérique. Et pour ceux qui connaissent les mangas, pour ceux qui s'intéressent même aux jeux vidéo, aux JRPG, etc., ce genre de protagonistes, vous les retrouvez très souvent, en fait, que ce soit d'ailleurs en femme ou en homme. On peut, par exemple, citer Zell dans Final Fantasy VIII, mais c'est ce genre de personnage un petit peu comme ça, avec les cheveux décolorés, avec des vêtements plus criards, plus ostensibles, avec un parler fort, un petit peu plus vulgaire, mais ça revient très 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 souvent dans beaucoup de mangas, beaucoup de jeux vidéo japonais. Ceux qui connaissent un peu la culture japonaise à ce niveau-là sont pas du tout étonnés de ce genre de personnage. Mais du coup, on se rend compte que ça n'a rien à voir du tout avec la bimbo occidentale que nous, on connaît. Rien du tout. Donc elle emmène complètement le sujet sur autre chose, hein. Et alors ça montre déjà, comme je disais, une trahison assez flagrante en fait de l'œuvre originale et donc de l'auteur, mais surtout en fait une inculture, une méconnaissance totale de la culture japonaise et des mangas en règle générale. Comme expliqué par Badanim, TLS, donc, puisque le script japonais original avait Pochita commentant l'apparence de Mike et en partie sur sa peur irrationnelle des chiens, plutôt que de faire une déclaration sur sa personnalité. Karen, appelée Mike une bimbo, s'est complètement déplacée. Et évidemment, on l'a bien compris. Alors que l'identité du coupable derrière ces erreurs de traduction était initialement inconnue, le 16 janvier, la célèbre localisatrice professionnelle d'anime, de manga et de jeux vidéo, Katrina Leonidakis, dont beaucoup se souviennent peut-être qu'elle s'est imposée comme la défenseur centrale du changement du féminin de Seven Seas Entertainment, le mâle, le garçon Iwara Miyate, et en une femme transgenre, dans leur localisation anglaise de I Think I Turned My Childhood Friend into a Girl, toujours avec un accent extraordinaire. Donc, elle a avoué donc qu'elle faisait intentionnellement, donc qu'elle bâclait intentionnellement donc les sous-titres, hein, qu'elle les tronquait donc intentionnellement. Et elle nous dit « Je ne suis pas désolée pour ce que j'ai fait à Inuke », a-t-elle tweeté. Et là, ça devient assez hallucinant parce qu'on va avoir effectivement sa façon de penser. Et c'est les explications qu'elle donne, c'est assez fou. Le 20 janvier, la tristement célèbre localisateur professionnel cote le tweet susmentionné, non seulement se vante d'avoir délibérément massacré la localisation de My Life as
Inuke Sans Dog, mais a également insulté l'anime tout en décrivant sa localisation comme son meilleur travail à ce jour. Ah, rien que ça. Hein. Suite à sa brève déclaration, quelques jours plus tard, Lenudakis s'est vanté. J'ai fait, entre parenthèses malheureusement, certaines de mes meilleurs travaux de localisation sur l'anime, sur la lycéenne, écoutez bien, sur la lycéenne qui est légitimement attirée sexuellement par un corgi. Un corgi, c'est quoi? Donc c'est une race de chien, c'est pareil. Donc vous avez bien compris, en fait. Son chemin de pensée, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on voyait qu'elle se focalisait, en fait, sur le fait que le chien urinait dehors, c'était intéressant pour essayer d'entrevoir peut-être un chemin de pensée de cette personne-là. Et bien ici, on l'a clairement. Elle, en fait, elle imagine que l'anime, c'est une relation d'une femme avec son chien. Elle serait donc légitimement attirée sexuellement par un chien. Ce qui n'est absolument pas, en fait, le délire du manga de base, hein, de l'auteur, et ce qui est tout simplement, en fait, de la zoophilie. Ni plus, ni moins. C'est de la zoophilie. Voilà. Ah, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Hein. Que lui, le chien, il soit toujours amoureux de la personne qu'il est connue comme quand il était être humain, on le comprend très bien. Dans le scénario, on le comprend très bien. Elle voit un chien, c'est un chien. Elle se dit pas que c'est son copain qu'elle a connu quand quand il était humain à l'époque. Pour elle, c'est un chien. Donc, et alors, de toute façon, en plus, l'ambiguïté n'existe pas puisqu'elle dit légitimement donc attirée par un chien. Donc c'est même pas, c'est assez clair. À titre d'exemple, donc, hein, son meilleur travail, le localisateur a partagé 4 exemples de dialogues en argot anglais qu'elle insère dans une discussion entre Karen et Mikey, ou Mickey, je sais pas comment on dit, ou Mike, présenté dans l'épisode 3, Scaredy Cat. Alors là, je vous laisserai aller vous voir la traduction si vous le voulez avec Google Translate ou pour ceux qui connaissent l'anglais de le traduire plus en anglais. On est vraiment sur de l'argot anglais. C'est pas évident à traduire. Je vous le fais court en fait. Hein. Non seulement elle imagine une relation entre la femme et son chien, mais elle imagine aussi une relation entre les deux jeunes femmes. En gros, c'est ça. Où elle dit à un moment donné donc hein, que Mike voudrait porter les vêtements de Karen, etc., etc. À la lumière des vantardises de Leonudakis sur ses pratiques de localisation douteuses, sa collègue traductrice Annie Waffles a répondu en demandant, et là c'est assez intelligent ce qu'elle dit, « Je suis honnêtement curieuse. Alors, vous transformez la traduction parce que vous n'aimez pas le matériel qui vous est fourni, point d'interrogation donc, hein, sur un projet officiellement publié. Pourquoi ne pas entreprendre un autre projet à la place ?» Elles disent ce que beaucoup disent, en fait, même dans les commentaires sous mes vidéos, c'est mais ces gens-là qui déforment, en fait, le travail des auteurs, pourquoi ils font pas tout simplement leurs propres mangas ou leurs propres œuvres, en fait, tout simplement, quoi. Bah, puisqu'ils en sont incapables à la base, on a la réponse, évidemment. Mais en réponse, donc, Lenudakis a confirmé que son travail, et donc vraisemblablement tout son travail, n'était explicitement pas destiné aux fans qui voulaient des traductions précises. Ah, c'est fabuleux, c'est génial. Ah, c'est un florilège, hein. Cela peut vous surprendre, mais j'adore le matériel, a déclaré donc la localisateur. La traduction n'est pas pour vous. Donc en gros, ce qui veut dire traduction, donc vous n'êtes pas le public visé. Parce que c'est elle qui choisit le public qui doit être visé, qu'est-ce que le public doit entendre. C'est un peu ce qu'on se dit là. Et en fait, si c'est exactement ça, vous allez voir, après avoir fait la leçon avec condescendance à ses détracteurs sur un principe fondamental, alors ça c'est elle qui le dit, hein, un principe fondamental de la théorie de la traduction. Mais il n'y a pas de théorie dans la traduction en fait. Tu traduis. Hein, le plus fidèlement possible. Il n'y a aucune théorie là-dedans en fait. Leonudakis a expliqué que son objectif dans la localisation était, c'est son objectif donc, hein, d'identifier le public ciblé et de traduire en pensant à lui. Donc, elle se donne tous les droits. Elle se donne tous les droits sur l'œuvre. C'est elle qui comprend l'œuvre, c'est elle qui décide à qui il doit parler, c'est elle qui décide de ce que l'œuvre doit parler et qui cible le public, le public donc qui est fait pour cette œuvre. Dans ce cas, donc, selon elle, les gens qui regarderont ce court-métrage sur une lycéenne sexuellement attirée par son chien, qui en est bizarre, donc non censuré sur iDiv. Donc en gros, c'est ça. Donc, elle emmène les gens, elle dit, donc pour essayer de comprendre un petit peu mieux le délire de ce qu'elle dit, elle dit que son rôle à elle, c'est d'identifier donc le public ciblé et de traduire en pensant à lui, et le public donc qu'elle cible, donc pour elle, ce sont des gens qui veulent voir un manga d'une femme attirée sexuellement par son chien, de manière non censurée. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Hein. Je vous dis, il n'y a même pas d'ambiguïté, c'est exactement ce qu'elle dit. Hein.
Alors si vous ne faites pas partie de ce public, alors cette traduction n'est pas pour vous. S'est-elle alors exclamée avant de justifier ses erreurs de traduction en affirmant qu'il y a un autre public qui apprécie sans ironie l'idée qu'une lycéenne soit sexuellement attirée par son chien et il regarde la déformation illégale même de ses propos avec complaisance, quoi. Ils aiment bien son travail, quoi. En gros c'est ce qu'elle essaye de dire. Mais c'est fou, hein, c'est complètement hallucinant quand elle dit ça. Elle dit il y a des gens qui en fait à qui ça plaît. Oui, mais il y a des gens en fait, oui évidemment, mais si tu pars de ce principe-là, c'est un principe très dangereux parce qu'il peut se décliner sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de malades en fait, il y a beaucoup de tarés sur cette terre qui aiment beaucoup de choses, et il y a beaucoup de tarés sur cette terre qui aiment des choses qui sont complètement illégales, interdites et très dangereuses en plus. Ce n'est pas un argumentaire, c'est pas, on peut pas s'en sortir en disant ça. Et c'est assez fou d'ailleurs de le dire et de le penser. Toute traduction, qu'il s'agisse d'une émission télévisée, d'un texte médical, d'un brevet ou d'un document judiciaire, est pliée à son public cible, dit-elle. A-t-elle encore justifié donc de son travail. Donc elle mélange tout. Brevet, texte médical, manga, tout est équivalent pour elle. Pour bien transmettre l'original, en théorie de la traduction, nous appelons ça l'expérience équivalente. D'ailleurs, elle utilise même le mot équivalent. Nous devons garder à l'esprit à la fois le public source et le public cible. T'as rien à garder à l'esprit. Reste à ta place, fais des traductions. Celui qui doit garder à l'esprit son public, c'est le mangaka, c'est le mec qui crée, mais au-delà du mangaka, en fait, c'est le mec qui crée tout simplement. Voilà. C'est lui qui, à la limite, s'il veut y penser, il y pense. Mais à mon avis, celui qui écrit ne pense pas du tout au public. Il pense pas à ça, il pense à son œuvre, il pense à son histoire, mais surtout pas, en fait, au public. C'est une fois qu'il a terminé que peut-être il va stresser, avoir peur de savoir ce que son public va penser. De nouveaux épisodes de My Life as Inuki's Dogs peuvent être captés en diffusion simultanée tous les jeudis après-midi sur iDiv, nous disent-ils. Donc voici ce que je pouvais vous dire ici sur l'article. Donc sujet fort intéressant. Que dire de plus que ce que je vous ai déjà dit quand j'ai lu l'article, parce que je trouvais ça tellement hallucinant. Bah déjà, forcément, il y a une trahison envers l'auteur qui est énorme, un manque de respect. Pour moi, cette personne-là, elle doit être virée, tout simplement. L'auteur devrait même porter plainte, en réalité. La maison de production aussi devrait porter plainte contre cette personne. Elle véhicule en plus un message de zoophilie, clairement, dans un manga qui, à la base, ne s'oriente pas du tout là-dessus. Elle réécrit, on l'a vu, donc complètement le scénario, avec un chemin de pensée assez fou. Elle se pense propriétaire complètement de l'œuvre et du public que l'œuvre doit cibler, et le message que l'œuvre se doit de raconter. On voit qu'elle a un chemin vraiment intellectuel très confus, où elle mélange tout, elle mélange l'aspect médical, les brevets, les machins, pour un manga, quoi, pour un anime, pour un truc de divertissement à la base. Donc c'est quand même assez fou, et moi je suis halluciné. Je suis halluciné, et elle essaye en fait de faire passer la zoophilie pour quelque chose de normal. C'est ça en fait. Et je commence à avoir peur parce que je me dis, avec ce qui se passe actuellement dans notre époque, j'espère qu'ils vont pas glisser jusque-là. C'est-à-dire qu'à vouloir à chaque fois dire il faut respecter toutes les orientations de tout le monde et tous les désirs de chacun, si tu déclines effectivement cette phrase à tout, on peut glisser sur ce genre de choses. Et moi, là vraiment, si c'est ça, ça commence à m'effrayer. Alors ici, on est peut-être sur un cas isolé, j'espère que ça se reproduira pas dans le futur, mais en tous les cas, elle, c'est vraiment le message qu'elle essaye de faire passer ici. Et moi, ça me fait flipper. Honnêtement. Je trouve ça d'abord outrageant, évidemment, comme j'ai dit, pour l'auteur et pour la maison de production. C'est un manque de respect total pour le public complet, pour ceux qui auraient pu aimer le manga, évidemment, aussi. Elle est imbue de sa personne de manière XXL. C'est assez fou, quoi. Elle a une autosatisfaction d'elle-même assez importante. Elle se pense vraiment supérieure à tout le monde. Et puis, surtout, elle a un chemin de réflexion hyper dangereux, hyper fou, complètement... elle est dans la dérive complète, quoi. Elle a un cerveau qui est complètement... elle est sur des relations entre humains et animaux, donc de la zoophilie, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, pour ce petit sujet, effectivement, qui était un petit peu fou, même complètement fou, je trouve complètement dingue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Venez basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis
Paix et félicité, et je vous assure, honnêtement, pas facile à faire le sujet. Ça paraît pas, mais franchement, pas facile à faire, parce que je suis tellement halluciné, en réalité, de voir ça, et de voir, en fait, que ça fasse pas plus de bruit que ça. C'est ça qui m'inquiète le plus. Vraiment, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait pas plus de bruit que ça. Alors qu'on est en train de parler clairement, en fait, de l'acceptation de la zoophilie dans la société. Elle, en tout cas, c'est le message qu'elle essaye de véhiculer. C'est effrayant. Bref. Et que la force soit avec vous.